Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Data Crunching, l'émission qui croque et décrypte la data en santé. Ce podcast est produit par MedCheck Studio en partenariat avec Capcode, expert en données de santé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des fake news qui ont rythmé la crise sanitaire. Pour cela, j'ai à mes côtés le docteur Damien Mascret, journaliste au Figaro, Nada Moula, étudiante du Master Marketing Pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry, Rémi Teston, fondateur de Buzz e-Santé, et enfin Pierre-Carl Langlais du laboratoire CELSA Sorbonne Université. Nada Moula, je me tourne vers vous en premier. Le Master Marketing Pharmaceutique que vous représentez est partenaire du projet Épilogue. C'est un projet, je le rappelle, qui vise à collecter et analyser des données sur la crise sanitaire. Et un des éléments que vous avez particulièrement suivi, ce sont les fake news. La question que j'ai tout de suite envie de vous poser, c'est quelles sont les fake news qui ont le plus fait de bruit pendant ces derniers mois ? Alors du coup, il est vrai que dans ce partenariat, nous avons eu l'occasion de faire un vrai focus sur les fake news dans l'objectif de les démanteler. Donc on a remarqué qu'on en trouvait beaucoup sur les réseaux sociaux et même aussi sortant de la bouche de personnalités assez connues. Donc on a beaucoup retrouvé des fake news à propos de la propagation du Covid-19 via les réseaux de 5G qui ont été installés récemment cette année dans plusieurs pays dans le monde. Également, on a dû démanteler des fake news concernant l'ingestion de produits désinfectants, entre autres la Javel, pour éliminer le Covid-19. Évidemment, n'essayez pas ça chez vous. Mais aussi des fake news qui sont plus basées sur des interrogations que tout le monde s'est posées et ensuite on a eu une réponse beaucoup plus précise. Donc par exemple la présence du Covid-19 dans l'eau potable ou la transmission par les animaux domestiques. C'est vrai que dans toutes ces nouvelles, je pense qu'il faut distinguer tout de suite ce que sont pour nous les vraies fake news en journalisme, des mésinformations que sont par exemple le fait de penser que les asymptomatiques ne transmettent pas la maladie, par exemple, pour rester effectivement sur la Covid. Ce qu'avait dit d'ailleurs la chef de l'unité des maladies émergentes et zoonoses de l'OMS, avant de se reprendre le lendemain, évidemment que les asymptomatiques sont un mode de transmission majeur, mais là c'était plutôt une mésinformation, une erreur, que vraiment une fake news. Alors qu'à l'inverse, quand Donald Trump dit par exemple que Tijuana est l'endroit le plus infecté au monde le 5 juin, alors qu'on sait très bien que l'incidence est 10 fois supérieure à Washington DC, évidemment qu'il essaie de détourner l'attention de ce qui se passe aux États-Unis. Et là, il fait intentionnellement. Donc, pour moi et pour nous, en journalisme, très souvent, on considère qu'il y a fake news lorsqu'il y a une mésinformation intentionnelle, quel que soit le but sous-jacent. Effectivement, ce qu'on voit dans les fake news, c'est que souvent, finalement, c'est qu'il y a un enjeu derrière de manipulation pour essayer de faire passer un message qui n'est pas le vrai, mais pour essayer d'orienter une opinion ou un point de vue. En tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à distinguer une fake news d'une mésinformation. Et d'ailleurs, je reprends aussi sur l'idée de la 5G. C'est vrai aussi que alors c'est lié aussi au complotisme et au laboratoire à Wuhan, qui effectivement était à proximité du foyer de l'épicentre, en tout cas supposé avec le marché aux animaux vivants. Et effectivement, c'est des informations qui ensuite ont été reprises, un petit peu scénarisées, mais reprises aussi par des grands noms, même si maintenant ils sont un petit peu déchus sur le plan scientifique. Je pense évidemment au professeur Montagnier, qui n'a pas hésité sur le plateau d'une chaîne d'info continue de reprendre cet élément en disant que, comme par hasard, Wuhan, qui est une des villes où il y a le plus de 5G, avait aussi un laboratoire de manipulation probablement génétique. Et donc voilà, on avait tous les éléments finalement pour entretenir un complot autour de cette fake news. Je pense qu'on peut aussi rajouter qu'une fake news comme ça a quand même généré pas mal de dégâts, entre autres en Europe ou en Angleterre, où certaines antennes de 5G ont été brûlées. Donc d'où l'importance d'essayer de chercher des bonnes informations pour ne pas générer de panique générale. Pierre-Carl Langlais, vous êtes également partenaire du projet Épilogue et vous avez travaillé sur l'histoire des fake news. Je voulais donc revenir là-dessus avec vous. J'aurais tendance à dire que c'est un phénomène qui est assez récent, peut-être apparu avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment le cas et d'où vient finalement cette épidémie de fausses informations qu'on appelle aussi une infodémie ?
Alors effectivement, je suis actuellement en train de publier un ouvrage avec Marie-Ève Terranti et Julien Chou sur les fake news avant Internet et qui revient effectivement sur le fait que non, ces phénomènes-là, en tant que tels, ils sont beaucoup plus anciens. Et ils sont en partie liés à la manière dont les médias sont organisés au cours du 19e siècle et à la manière dont l'information devient virale dans les médias. Et là, on a plein d'exemples du 19e siècle, de légendes urbaines, etc. Certaines qui sont d'ailleurs très anciennes, des fois, qui sont reconfigurées un peu en mode téléphone arabe et qu'on voit ressurgir des fois sur des durées extrêmement longues. Donc des phénomènes de ce type-là, il y en a, c'est un peu consubstantiel de la manière dont les médias sont construits. Après, ce qui est quand même relativement différent dans la manière dont les fake news circulent aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'histoire longue des médias, c'est d'une part effectivement l'accélération, donc le fait que les messages sont partagés extrêmement rapidement et notamment très vite d'une langue à l'autre. Alors là, l'exemple typique, c'est la manière dont même les groupes conspirationnistes se nourrissent d'informations qui sont d'abord produites dans les pays anglo-saxons, qui sont ensuite remises en circulation et ainsi de suite. On a plein d'exemples de circulation comme ça, qui sont extrêmement rapides et qui se chiffraient plutôt en semaines ou en mois lorsqu'on regarde les médias traditionnels. L'autre élément qui est un peu différent, c'est ce que j'appellerais la militarisation de certains groupes de communication, c'est-à-dire qu'ils sont parfois extrêmement organisés, des fois en tout petits groupes, et qui parviennent comme ça à construire en série des fake news ou des nouvelles orientées aussi, parce que là, à nouveau, je suis assez d'accord sur la notion de gradation. On a des mésinformations, on a aussi des informations qui sont en partie vraies, mais qui sont orientées de manière à mettre l'accent sur tel et tel aspect. Et donc ces groupes-là, ils sont effectivement aidés par la manière dont les réseaux sont construits et la manière dont l'information circule plus vite et est assez facilement décontextualisée. Et puis l'autre élément également aussi, c'est quelque chose quand on a commencé à regarder les données produites par Capcode sur l'épidémie aussi, ce qui est assez intéressant, c'est la présence de robots par exemple. Ça c'est des choses aussi qui n'étaient absolument pas des choses qui existaient avant, mais il y a des comptes qui sont que reproduire intégralement des contenus et les remettre en circulation. Sur la mise en circulation, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a vu et qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, celui que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que le fait que l'information est très vite répercutée, alors que visiblement elle a été mise 10 secondes avant, elle n'a pas pu être lue, peut-être même que le titre n'a pas été lu. Alors on peut penser parfois que effectivement l'émetteur, étant considéré comme fiable, on le véhicule rapidement, certes, mais je pense aussi qu'il y a énormément de transferts d'informations sans même avoir creusé ou lu l'information qui était présente. Il faut d'ailleurs savoir que chacun, même avec son propre compte Twitter, quand on analyse un peu les followers, on a tous des robots qui nous suivent et qui relaient nos propres actualités. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu la frustration que lorsqu'on a commencé à discuter avec des journalistes qui font que du fact-checking, c'est cette idée qu'ils sont toujours un peu derrière en fait. C'est-à-dire que le temps de faire l'enquête, de produire le fact-check, etc., la phase de viralité extrêmement rapide comme elle l'est aujourd'hui, elle est déjà passée en fait. Et donc on arrive toujours après l'incendie. Alors, avec un phénomène quand même nouveau que moi j'ai observé depuis quelques mois, c'est que maintenant, ou peut-être même un peu plus longtemps, les médecins eux-mêmes n'hésitent plus à aller sur les réseaux sociaux, j'allais dire retrousser leurs manches et au combat pour essayer de lutter, même si la vague paraît immense. Voilà, il y a un peu des batailles comme ça qui se déroulent assez rapidement, et même derrière une info qui vient de paraître, il peut y avoir très rapidement une contestation qui se met en place, une sorte d'organisation. Donc je trouve que c'est plutôt rassurant cette idée que certains vont quand même passer du temps, dépenser de l'énergie, se faire ensuite parfois insulter ou pire, alors que finalement c'est pas leur rôle professionnel en tout cas d'aller défendre publiquement l'information de qualité. Rémi Testo, en préparation de ce podcast, on a parlé du concept d'infobésité et de la façon qu'ont les internautes de consommer l'information en ce moment. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un tel flux d'actualité et d'informations qui circulent aujourd'hui qu'on se retrouve avec un flux en continu d'actualité. Et aujourd'hui, l'internaute, il est dans ce qu'on va appeler du snack content. Donc il veut consommer du contenu rapidement, qui soit court. Et c'est ce qui fait que la propagation des fake news s'effectue aussi. C'est-à-dire qu'il y a un très grand volume d'informations, qui est souvent des informations assez courtes. Donc pour pouvoir ressortir, on est toujours à mettre un titre un peu accrocheur et autres qui diffuse du coup, qui aide à diffuser les fake news. En tout cas, on est vraiment dans une surconsommation de l'information via les réseaux sociaux et tous les autres canaux digitaux qu'il y a aujourd'hui. Avec aussi un effet de surréaction dans la manière dont ces infrastructures de réseaux sociaux sont construites, qui visent, en fait, sont conçues pour faire que les gens réagissent. Et le bon exemple, par exemple, c'est le like sur Twitter, normalement, qui est juste une fonction pour archiver les tweets, mais qui a été de temps en plus en plus utilisée comme manière de remettre en circulation, refaire circuler. Donc il y a un peu une optimisation pour créer des vagues virales par la manière dont ces réseaux sont construits.
Et puis il y a quelque chose moi aussi qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte d'égalisation, c'est-à-dire que toutes les sources sont mises sur le même pied d'égalité, on a tous le même nombre de caractères, on peut tous mettre quelque chose, et parfois même d'ailleurs des sources, j'allais dire, non autorisées ont plus de compétences en matière technologique pour attirer l'attention que les professionnels de l'information. Donc il y a un petit peu cette illusion peut-être aussi pour l'internaute, ou en tout cas celui qui va sur les réseaux sociaux, que toutes les informations se valent, alors qu'évidemment pour les professionnels, on sait très bien que c'est la source et le travail qui est fait sur l'information qui en fait la valeur, mais ça n'apparaît pas forcément dans la structure justement et dans la mise en place de ces réseaux. Absolument. Après, malgré tout, il y a certaines initiatives qui peut-être vont mettre du temps à se mettre en place, mais typiquement l'intervention de l'OMS par rapport à Facebook, etc., pour les campagnes anti-vaccins. Il y a eu certaines interdictions qui ont été faites et des censures pour éviter de propager ce genre de fausses informations qui pourraient un peu biaiser et recruter encore plus de personnes adeptes de cette idée-là. Et puis on a vu aussi parfois en tête, tout en haut de la tweetline de certains réseaux, un petit encadré qui apparaissait et qui essayait d'orienter vers, même Google Actu, pour citer Google, qui aurait essayé d'orienter en tout cas vers de l'information un petit peu plus certifiée ou un petit peu plus qualifiée que l'information, la snack information qu'on peut trouver partout. En tout cas, toutes les plateformes sociales ont aujourd'hui mis en place des solutions pour lutter contre les fake news. Alors elles n'y arrivent pas forcément à grande échelle, mais en tout cas, elles ont mis en place des solutions qui permettent déjà d'arriver à faire un peu plus le tri qu'auparavant. Si je reviens sur cette notion de responsabilité de chacun des acteurs, finalement, tous ont un rôle assez particulier à jouer. Je pense notamment aux médias, mais aussi aux professionnels de santé. On a pris comme exemple les médecins, les industriels aussi, les réseaux sociaux, les plateformes. Damien Mascret, je le rappelle, vous êtes journaliste au Figaro, et donc je vais me tourner vers vous automatiquement en premier pour savoir un peu quel est le rôle qu'ont joué les médias pendant cette crise et comment ce rôle va peut-être évoluer à la suite de cette crise. Alors c'est vrai qu'il y a le rôle traditionnel du journalisme qui effectivement repose sur deux piliers que sont la sélection de l'information et la hiérarchisation de l'information. Mais il y a maintenant un troisième élément qui est venu en jeu, c'est effectivement la rapidité, la réactivité. Et on nous demande, nous, finalement, de travailler dans un certain inconfort, évidemment, par rapport à l'éthique du journalisme, qui est de travailler rapidement. Parfois, de faire d'ailleurs un premier papier pour le web très rapidement, pour se positionner sur une étude qui vient de paraître. Alors évidemment, il y a des enjeux commerciaux derrière. Il faut qu'on soit présent rapidement. Il n'est pas question d'être présent 24 heures après. Mais c'est vrai que ça nous apporte un certain inconfort. Et en même temps, c'est la règle du jeu. De même qu'on demande aux médecins d'être plus présents, ou aux scientifiques en général, ou aux gens autorisés, en tout cas par leurs compétences, d'être présents sur les réseaux sociaux, eh bien il faut que les journalistes aussi acceptent cette règle du jeu qui est d'être présents rapidement pour essayer d'amener certains bémols ou certaines prudences, même si, on l'a vu, puisque c'est le propre d'une crise comme celle-là, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur du public, eh bien ça nous a amené aussi parfois à prendre des risques, puisque le journaliste, théoriquement, doit croiser ses informations, les vérifier, etc. Et que parfois, eh bien, on est pris un petit peu dans l'élan et on peut se faire surprendre aussi par ses sources, évidemment. Je pense au Lancet ou à d'autres revues scientifiques prestigieuses qui se sont fourvoyées, qui ont mis en avant des études qui n'étaient pas de bonne qualité, alors qu'elles-mêmes devaient théoriquement avoir fait un travail en amont qu'elles n'avaient pas fait sérieusement. Et donc là, on peut aussi se faire surprendre. Ça me rappelle la définition d'un journaliste, Andreas Freund, un journaliste politique, qui disait qu'une bonne source, c'est une source qui ne s'est pas encore trompée. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans cette situation, à avoir des bonnes sources qui, aujourd'hui, ne sont peut-être plus aussi bonnes qu'hier. Après, c'est la notion de médias en elle-même qui a changé. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des médias bien identifiés qui garantissaient finalement la fiabilité de l'information. Et aujourd'hui, il y a une multitude de médias, et même un individu aujourd'hui peut être considéré comme un homme média de par un compte sur les réseaux sociaux, un blog et autres. Et du coup, il y a une multiplication des sources qui fait que aujourd'hui, les internautes ne sont plus à même de pouvoir identifier réellement les sources fiables de celles qui ne le sont pas. Après, pour rebondir sur le point de Damien à propos des journaux scientifiques de base assez renommés, c'est vrai que dans le cadre du Covid, on était dans une politique d'open data où le premier à avoir une information devait la diffuser histoire d'augmenter la connaissance à propos du Covid, ce qui a quand même amené à la publication de pas mal de préprints et d'articles non finalisés.
sur lesquels on se basait pour faire de l'information et qui ont été derrière aussi démentis par la communauté scientifique, ou non pas démentis, mais critiqués, on va dire. Donc ça pouvait également amener à certaines fausses informations. Oui, on est tous victimes d'ailleurs de ce qu'on appelle le biais de confirmation, hein, qui est qu'effectivement, quand un préprint paraît et semble aller dans le sens qu'on supposait, ou en tout cas qu'on estimait, et je pense en particulier aux modélisations, parfois catastrophiques évidemment, mais il y a plusieurs scénarios dans des modélisations, et puis surtout il y a beaucoup de paramètres à l'entrée qui étaient très, très douteux, très incertains, donc évidemment qu'on est tenté, quand on voit une simulation qui va dans le sens qu'on imagine, de la répercuter plus facilement que quand on voit sortir une information qui est un petit peu surprenante. Alors évidemment, l'expérience parfois nous aide et nous invite à la prudence, surtout quand c'est pas le courant dominant. Mais même quand le courant dominant va dans un sens, on sait aussi qu'on peut se tromper. On l'a vu en particulier avec la protection conférée par les masques. Hein. On a vu les changements de doctrine qu'il y a pu y avoir, y compris dans le milieu scientifique, y compris au niveau de l'OMS. Donc on voit que tout ça n'était pas si simple, y compris pour les journalistes qui d'habitude se tournent vers les définisseurs primaires qui sont censés être plus fiables que les autres. Nada Moula, je voulais rebondir sur ce que vous dites par rapport aux informations qui sont véhiculées par les différents acteurs. Vous êtes dans le master marketing pharmaceutique et à ce titre, vous connaissez un petit peu les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Comment cette industrie s'est positionnée par rapport à ces informations et quelle a été leur communication ? Alors, il y a eu plusieurs doctrines. C'est vrai qu'il va y avoir des laboratoires pharmaceutiques qui se sont associés, entre autres pour essayer de trouver des solutions. Après, ce qu'on retrouve vraiment beaucoup, ça va être plus un soutien aux professionnels de santé par de l'approvisionnement de matériel du style masque ou désinfectants ou changement carrément de ligne de production pour pouvoir produire. Donc il va y avoir plusieurs cas de figure entre vraiment la recherche de molécules, le test de molécules déjà existantes, le changement des lignes de production et le réapprovisionnement par le service aux médecins. Mais moi, je trouve que globalement, les industriels ont su rester à une bonne place dans cette crise. C'est pas les industriels qui sont montés directement au créneau. Alors je parlais des revues scientifiques, je pense à Gilead notamment, avec le Remdesivir qui est passé par une publication scientifique pour dire, voyez, il y a quelque chose peut-être de prometteur. Certes, là, ils se sont un petit peu avancés, mais pas tout seuls, puisqu'ils ont eu le soutien de la revue qui a publié, et on peut reparler de tous les biais qu'il peut y avoir dans la publication scientifique, évidemment. Mais enfin, en tout cas, ils ne communiquaient pas une information directement pour dire notre produit est le meilleur. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec beaucoup de produits qui étaient testés. Évidemment, la crise a fait qu'on était dans une situation inédite où il y a toujours d'ailleurs ni vaccin ni traitement reconnu comme efficace. Donc chaque produit finalement, chaque médicament pouvait être avancé avec des résultats souvent très très partiels, souvent en tout cas préliminaires. Et donc ils ont eu la précaution en tout cas de rester un petit peu en retrait, et je pense que ça a été plutôt bien perçu dans le milieu scientifique. Il y a eu des initiatives intéressantes aussi comme celle du LEM qui du coup a republié tout un recueil de 100 questions sur le médicament pour apporter aussi de la bonne information sur tout le circuit du médicament et apporter de l'information qui soit aussi fiable par rapport aux fake news qui pouvaient circuler sur le temps de réalisation d'un vaccin ou d'autres produits. Donc un certain nombre d'initiatives comme ça étaient assez intéressantes. À l'inverse, il y a eu des initiatives malheureuses. Je pense pas aux industriels, je pense au gouvernement qui a pris l'initiative de vouloir valider un petit peu l'information. Alors je sais pas ce qu'en pense Pierre-Carl Langlais, mais c'est vrai que le pouvoir a eu la tentation à un moment de dire voilà, ça c'est une bonne information, ça n'est pas une bonne information, de labelliser, ce qui a évidemment suscité immédiatement une levée de bouclier. Alors, je confirme d'ailleurs, c'est un peu une ambiguïté des fois qu'on voit dans la notion même dans la notion de fake news en fait. Et il y a effectivement cette tentation de considérer que la real news c'est forcément la news officielle, mais on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant effectivement quand même dans les réseaux sociaux de ce point de vue-là, c'est à la fois effectivement la frustration de ne pas avoir forcément de personnes labellisées pour pouvoir interagir avec l'information, et en même temps cette richesse de points de vue qu'on peut trouver justement avec cette vision de la recherche qui est en train de se faire, qu'on voit aussi se dessiner avec des chercheurs qui interviennent directement, des médecins qui interviennent directement, etc., qui discutent entre eux et qui mettent en scène leurs débats sur la place publique. À la fois c'est un peu risqué au sens où c'est un peu sans filtre, et en même temps c'est aussi une manière finalement de voir comment la recherche fonctionne, et que oui, effectivement, il y a des hésitations, il y a des erreurs, il y a des doutes, et c'est des choses c'est aussi intéressant de le voir.
Et je dois dire que ça nous a bien aidé, les journalistes, finalement, ce débat public, parce que très rapidement, on savait qu'une information qui était lâchée était tout de suite critiquée, commentée par les uns et les autres, qui mettait en avant tel ou tel biais, telle ou telle faiblesse de l'étude. Et par rapport au travail habituel, où évidemment on se tourne vers des référents qui vont nous donner une perspective par rapport à l'information, et bien là, on l'avait finalement en direct, et ça m'est arrivé d'ailleurs aussi de relancer des intervenants, de les contacter directement pour leur demander des précisions, pour aller plus loin. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de voir finalement que ça devient plus qu'une source, ça devient aussi un lieu qui permet de nourrir et d'améliorer l'information que les journalistes vont ensuite répercuter. Et bien évidemment, on ne pouvait pas parler des fake news sans se demander aussi comment les repérer, mais aussi où chercher les bonnes informations. Rémi Teston, je le rappelle, vous êtes fondateur de Buzz e-santé. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs ? Déjà, il y a des choses assez simples pour pouvoir identifier les fake news. C'est déjà essayer de repérer l'émetteur, la source, de bien l'identifier. Forcément, quand vous connaissez la source, le média qui va diffuser l'information, ça va vous donner confiance dans l'actualité qui est diffusée. Ensuite, il faut aller au-delà du titre aussi, parce que souvent, il y a des titres qui sont très, très accrocheurs et qui essaient de créer un peu le buzz, justement. Donc, c'est important d'aller au-delà, de bien lire l'article, parce qu'on voit encore trop souvent des informations qui sont relayées et diffusées sur les médias sociaux sans que les personnes n'aient réellement lu les articles. Donc bien identifier l'auteur. Ce qui est important aussi, c'est les dates. Parce que des fois, on peut retrouver des informations qui datent de 2, 3 ans, 4 ans, voire plus, et qui sont reprises à un instant T pour apporter un point de vue qui n'est pas forcément le bon. Et puis, bien sûr, c'est essayer d'identifier si dans l'article, il y a des sources qui sont apportées. Il y a beaucoup d'articles qui sont diffusés avec des chiffres, etc., mais sans aucune source. Donc c'est difficile de vérifier le contenu. Donc c'est sûr que ça paraît d'être du bon sens de vérifier tous ces éléments-là, mais c'est sûr qu'on est face aussi à une contrainte qui est la consommation accélérée du contenu, et on ne prend pas le temps finalement de vérifier l'ensemble de ces éléments. Ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est de connaître aussi un certain nombre de sources fiables, qui va permettre du coup d'accéder à de l'information qui est vérifiée, qui est de qualité. Donc dans le domaine de la santé, il y a un certain nombre d'acteurs qui essaient de lutter contre ces fake news. On l'a vu avec un collectif de médecins qui a créé NoFakeMed il y a quelques années pour essayer de dénoncer certaines fake news et d'apporter un éclairage sur de la bonne actualité. Vous avez aussi des instituts comme l'INSERM qui a créé sur sa chaîne YouTube un programme qui s'appelle Canal Detox où ils essaient d'apporter aussi de l'information vérifiée. Vous avez le CNRS aussi qui a un programme similaire. Vous avez tout un tas d'instituts comme ça qui diffusent de l'information qui est vérifiée, qui est de qualité. Donc, la plupart des grands médias aussi ont quand même une éthique assez forte. Donc là, l'information est aussi vérifiée. Donc il faut essayer d'identifier les bonnes sources pour accéder à de l'information de qualité. Oui, et puis de surcroît, on corrige l'information. Quand on a fait une erreur, évidemment, elle va être corrigée, à tel point d'ailleurs que parfois l'article qui va se trouver sur le web, pour nous, en tout cas, je parle au Figaro, peut s'avérer de meilleure qualité que l'article qui se trouve sur le papier, qui a une heure de bouclage, et ensuite, parfois, on a encore un interlocuteur qui nous rappelle plus tard, ou alors une nouvelle information qui tombe et qui nous permet d'améliorer finalement le produit. Et on se retrouve avec ce paradoxe qui est que finalement, là où pendant, en tout cas au début de l'Internet, on considérait que le média roi, c'était quand même le papier, ça restait le papier. Et aujourd'hui, on peut considérer que l'info est meilleure, en tout cas dans les médias papier, peut être meilleure, pas toujours évidemment, hein, heureusement elle est quand même soignée sur le papier, mais en tout cas elle peut être plus approfondie sur le web, parce que là aussi on va se permettre de dire certaines choses qu'on a eu le temps de vérifier sur le web, alors que si on n'a pas pu les vérifier avant la limite du bouclage du papier imprimé, eh bien on la met pas parce que on n'a pas pu vérifier l'information. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un avantage en l'occurrence aux médias numériques par rapport aux médias papier. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que maintenant qu'on a numérisé la presse ancienne, en fait, on arrive à faire ce retravail de revérification des informations qui ont circulé. C'est maintenant qu'on arrive à retrouver en fait toutes les étapes de production des légendes médiatiques, en fait. Donc il y a effectivement cet effet assez amusant que la numérisation permet effectivement de retracer cet historique. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Ce podcast vous a été proposé par MedCheck Studio et Capcode et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.